Manuel du langage corporel, de l'auteur Robert Mercier, lu par Livre Académie. Introduction. Réfléchissez à la question suivante. Si quelqu'un entrait soudain dans la pièce, quelles idées préconçues pensez-vous qu'il pourrait avoir en fonction de votre langage du corps? Il est intéressant de prêter attention au langage non verbal, car il peut vous aider dans vos relations avec vos amis et parents, comme dans vos relations professionnelles, depuis l'entretien jusqu'à la vie de bureau. En effet, une attitude d'ennui, d'impatience ou d'aversion est facilement interprétée par des mouvements et des gestes, indépendamment de ce que l'on dit avec des mots. Selon la situation, il est judicieux de gérer le contact visuel avec votre interlocuteur. Il faut le regarder dans les yeux sans le fixer. Cela pourrait créer malaise et angoisse. Tenez-vous toujours droit pour montrer que vous êtes ouvert au dialogue, attentif à ce qui se passe autour de vous et amical. Cela peut aussi être un bon moyen de mettre les autres à l'aise lorsqu'ils entrent en contact avec vous. Cela vaut non seulement au travail, mais aussi dans toute autre situation et permet des relations plus authentiques et plus directes. Si vous pensez que votre corps n'a pas son propre langage, asseyez-vous et mettez-vous à l'aise, car nous allons vous prouver le contraire. En fait, une grande partie de la communication et de la façon dont les gens vous perçoivent dépend de votre langage corporel. Un langage qui inclut la posture, les gestes, les expressions du visage et, enfin et surtout, les mouvements des yeux. Il faut savoir une chose essentielle. Votre langage corporel montre vos véritables sentiments, vos véritables intentions et expose aux autres votre niveau de confiance en vous. Vous pouvez être fatigué, en colère, ennuyé, frustré ou enthousiaste, mais vous conviendrez qu'il vaut mieux ne pas le communiquer ouvertement afin de ne pas risquer de partir avec un handicap de communication. Par exemple, aimeriez-vous faire sentir à votre chef, par votre langage corporel, que vous vous ennuyez particulièrement et que vous préféreriez être ailleurs, comme à la salle de sport, au bar ou en vacances? Il est impossible de lire le message que vous communiquez avec votre corps en ce moment même. Mais une chose est sûre, la réponse à cette question est un simple et retentissant non. Le langage du corps. Que communiquons-nous? Il y a plus de raison dans votre corps que dans votre meilleure sagesse. Friedrich Nietzsche. L'expression langage corporel peut se définir comme les signaux, ensemble ou séparément, transmis par la posture, les gestes, les expressions et les mouvements volontaires ou involontaires en communiquant avec quelqu'un. En d'autres termes, c'est ce que l'on appelle la communication non verbale. Pour mieux vous faire comprendre, prenons un exemple concernant l'ironie. Comment votre corps l'exprime? Si vous ne voyez pas, voilà la réponse. Un petit mouvement ou un simple clignement des yeux presque imperceptible suffit à indiquer que le sens du message est en fait l'exact opposé de ce que les mots suggèrent. Quelle est l'importance du langage corporel? Diverses études scientifiques sur les formes de communication humaine ont justement établi que dans une conversation, seul 7% du message est transmis par les mots. En revanche, environ 55% de ce message est transmis par le langage corporel, le reste étant imputable à d'autres facteurs comme l'intonation de la voix. Vivez dans votre corps et avec votre corps. Le langage corporel trahit vos émotions, vos sentiments et vos désirs les plus enfouis et les plus authentiques. Connaître son corps et son langage corporel est fondamental pour atteindre le bien-être psychophysique et l'équilibre intérieur, et bien sûr, pour les conserver. Mais connaître son langage corporel est aussi utile pour séduire, convaincre et attirer les autres. Rappelons une chose essentielle, comprendre et connaître le langage corporel n'est pas la réponse à tous vos problèmes de relations humaines, à une éventuelle timidité ou insécurité. Si vous croyez qu'apprendre à interpréter le langage corporel, ainsi qu'apprendre par exemple la communication persuasive ou le langage hypnotique, vous permettra de dépasser vos limites sans effort et d'exercer une forme de contrôle sur les autres, vous partez alors certainement d'un postulat erroné, qui siège dans la soif de pouvoir et le désir de manipulation.
C'est justement cette hypothèse, qui n'est pas erronée, mais très erronée, qui vous empêchera d'atteindre vos objectifs. Le désir d'avoir du pouvoir sur les autres et de les manipuler est un désir complètement malsain qui ne mènera jamais à la réussite ou à l'amour. Connaître le langage corporel, le comprendre et l'utiliser correctement vous conviendra si vous êtes conscient et responsable, ouvert sur le monde, curieux et désireux d'améliorer votre relation avec vous-même et avec les autres. Il y a au moins 3 raisons essentielles de connaître le langage corporel et de comprendre la communication non verbale. Tout d'abord, à travers votre corps, c'est avec vous-même que vous communiquez. Le corps, l'esprit et les émotions sont en fait une seule et même chose. De même que les émotions influencent vos mouvements, vos expressions et votre posture, les mouvements, les expressions et la posture influencent à l'inverse vos émotions. Avez-vous déjà été un peu déprimé et après une course, une promenade, un cours de yoga ou de danse, ou même juste une douche ou un bain chaud, vous aviez bien meilleur moral? Il s'agit d'une démonstration simple de la manière dont le corps influence les émotions et les humeurs. Mais il y a plus. Adopter une posture qui montre force et courage vous rend force et courage. Changer votre physiologie, même quelques instants, peut vous aider à vite changer d'humeur. La deuxième raison de connaître le langage corporel est que votre vue, vos sentiments, votre regard, le ton de votre voix, votre respiration, votre tonus musculaire sont autant d'outils de communication très utiles, souvent bien plus forts et importants que les mots. Ils sont beaucoup plus instinctifs, tant au niveau de l'émission que de la réception. À un niveau instinctif, en effet, vous émettez des messages riches de sens avec votre corps qui échappent à la conscience de l'émetteur comme du récepteur. Vous voyez quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne savez encore rien de lui. À un niveau rationnel, tout semble normal. Il est poli, gentil, dit des choses intéressantes et justes, mais vous n'êtes pas convaincu et vous ne pouvez pas dire pourquoi. Eh bien, de toute évidence, votre intuition et votre inconscient perçoivent quelque chose qui ne colle pas dans le langage corporel de cette personne. C'est pour cette raison que vous devriez écouter votre instinct et votre inconscient et ne pas chercher à sortir avec des personnes qui ne vous conviennent pas du tout. Ainsi, simuler une humeur ou une émotion ne mène jamais bien loin. La vérité transparaît et le corps la révèle. Le langage corporel la manifeste dans toute son évidence. Il est toujours préférable d'être soi-même que de faire semblant, ce qui sera toujours vain. Il est aussi très important de cultiver sa bonne humeur, sa sérénité et ses pensées positives. Les personnes de valeur peuvent sentir la négativité à des kilomètres et la fuir. Enfin, il est bon d'apprendre à comprendre le langage corporel, car vous pourrez mieux comprendre les autres, leurs réactions et parfois même leurs intentions. Pour en revenir au sujet évoqué plus haut à propos de votre inconscient et de votre intuition, une bonne connaissance du langage corporel vous permettra d'expliquer certains de vos sentiments apparemment inexplicables. Il faut savoir que oui, vous pouvez effectivement contrôler les facteurs liés au langage corporel et à la communication non verbale. Nous pouvons en effet transmettre confiance, crédibilité, bonne humeur, autorité, en utilisant le langage corporel et nos mouvements comme un véritable outil de communication. Soulignons qu'un langage corporel positif, sans message exprimé par des mots, n'est en aucun cas suffisant, tout comme, à l'inverse, une bonne communication verbale sans éléments physiques de soutien peut prêter à confusion. C'est généralement le cas lorsque vous parlez d'une certaine façon, alors que votre corps communique une autre émotion. Quels sont les types de langage corporel? En s'aidant du jargon technique, il est possible de diviser la classification de la communication non verbale en 4 importantes catégories: kinésique, langage corporel, impliquant les expressions du visage, les gestes et les mouvements, paralangage, ressources mobilisées pour modifier le son de la voix, proxémique,
utilisation de l'espace physique pendant la communication, caractéristiques physiques, apparence et forme que prend le corps pendant la communication. Cependant, avant de poursuivre, répondez honnêtement aux questions qui vont suivre. Vos réponses vous permettront de vous faire une idée plus précise et le présent texte vous aidera plus efficacement. Comment pensez-vous que l'humeur des gens influence leur façon de s'exprimer avec leur corps? Comment pensez-vous que votre corps influence l'humeur des gens? Et surtout, souhaitez-vous approfondir ce genre de sujet pour devenir bientôt un maître de la communication? Premièrement, les types de langage. 1. Le paralangage. Pendant que vous parlez, votre interlocuteur lit votre voix en plus d'écouter ce que vous dites. Vous devez savoir que les facteurs auxquels les autres personnes prêtent attention pendant la communication incluent le temps et le rythme, mais aussi le volume de la voix, forte ou faible, ainsi que le ton et les inflexions. Il n'y a pas que les mots qui attirent l'attention, mais aussi le ton, le volume, la qualité, l'intonation et les pauses de la voix. Certains chercheurs incluent aussi certains phénomènes non vocaux dans la définition du paralangage, comme les expressions du visage, les mouvements des yeux, les gestes de la main, etc. Malheureusement, ou heureusement, selon les cas, sachez que les frontières actuelles du paralangage sont encore forcément mal définies et plutôt imprécises. Bien que la paralinguistique ait été décrite comme le parent pauvre des études linguistiques, avec le temps, les linguistes et autres chercheurs ont manifesté un intérêt accru pour ce domaine. L'augmentation, au cours des dernières décennies, des communications qui n'impliquent pas un face-à-face, comme le courrier électronique, les messages textuels ou les médias sociaux, a conduit à l'utilisation d'émoticônes, c'est-à-dire les smileys et les icônes que vous utilisez sans doute déjà sur WhatsApp, qui font désormais partie intégrante du paralangage. Il ne faut pas non plus négliger que toutes les cultures n'interprètent pas ces signaux non-verbaux de la même manière. Comme vous pouvez l'imaginer, cela peut être déroutant lorsque des personnes issues de milieux culturels différents essaient de communiquer entre elles. Un exemple, en Arabie Saoudite, parler fort donne un sentiment d'autorité, tandis que parler doucement donne une impression de soumission. Les Américains, en revanche, sont très souvent perçus comme impudiques par les Européens à cause du volume de leur voix. En ce qui concerne la langue finlandaise, le fait que les autochtones la parlent beaucoup plus lentement que les autres langues européennes a conduit le reste du monde à avoir une perception erronée du peuple finlandais, qui est lui-même considéré comme lent pour cette raison. 2. La proxémique. Présentons maintenant brièvement Edward Twitchell Hall, anthropologue américain auteur en 1966 de l'important texte « La dimension cachée », publié en France par Poins en 1978. Il est l'inventeur du terme « proxémique », une discipline qui sera expliquée dans ses grandes lignes dans ce chapitre. La proxémique est l'étude de l'espace et des distances entre les interlocuteurs lors d'une communication. Hall, dans ses études, a constaté que la distance entre les personnes, en termes psychologiques, affinité, complicité, degré de confiance, sentiment mutuel, est corrélée à la distance physique, définissant et mesurant 4 zones interpersonnelles. La distance intime, de 0 à 45 cm, entre personnes très proches et confiantes, comme 2 personnes amoureuses, la distance personnelle, de 45 à 120 cm, caractérise la communication entre amis, par exemple. La distance sociale, de 1 à 3,5 mètres, entre simples connaissances, ou dans la relation formelle, enseignant-élève, la distance publique, plus de 3,5 mètres, généralement utilisée dans les interactions entre inconnus. Edward Hall lui-même a toutefois souligné que ces distances doivent être entendues comme idéales. Elles sont influencées par la culture et ne doivent pas être considérées comme universelles. La proximité optimale pour se sentir à l'aise avec d'autres personnes est souvent subjective et varie en fonction des degrés de confiance, fortement influencés par des facteurs liés au tempérament et à la culture de chacun. Par exemple,
Les personnes d'origine et de culture arabe préfèrent être très près les unes des autres pour se parler, alors que les Nord-Américains, les Européens et même les Asiatiques souhaitent généralement maintenir une plus grande distance au cours d'une interaction communicative. En Inde, la norme sociale veut que les personnes de castes différentes maintiennent entre elles des distances spécifiques et inviolables. Selon Hall, le sexe influe également sur la proxémique, les hommes étant plus à l'aise à côté de l'interlocuteur, tandis que les femmes préfèrent être face à lui. La violation de ces zones par l'un des interlocuteurs provoque toute une série de réactions comportementales et émotionnelles chez l'autre. La personne qui se sent envahie peut ressentir une gêne immédiate et essaye donc de dissimuler son malaise en faisant comme si de rien n'était, mais on peut au contraire observer un raidissement postural au niveau musculaire. On peut même observer une réaction d'attaque contre l'envahisseur, assortie d'une demande de respect strict des distances. Il peut également y avoir une réaction opposée et contraire de fuite, qui conduit la personne à reculer de quelques pas, peut-être discrètement, pour ne pas offenser l'autre. Il vous arrive sûrement, presque par inadvertance, de passer devant quelqu'un et de vous excuser automatiquement. Cela n'est normalement considéré que comme de bonnes manières, mais l'objectif est d'empêcher une gêne ou un malaise chez la personne dont vous avez envahi l'espace. En effet, vous pouvez utiliser l'espace physique pour communiquer divers messages non verbaux, notamment des signaux d'intimité et ou d'affection, d'agression et ou de domination. L'espace vital. L'espace vital est la distance maintenue pendant l'interaction avec d'autres personnes. Il faut savoir que les conversations privées entre deux personnes nécessitent une distance d'environ 45 cm, voire moins, dans l'espace intime. Cette distance est généralement réservée à un cercle très restreint de personnes avec lesquelles vous communiquez habituellement, comme des conjoints, des parents, des amis de longue date ou des personnes en qui vous avez confiance. L'espace vital nécessaire augmente à mesure que l'intimité avec l'autre diminue. La distance est ensuite adaptée en fonction de l'informalité de la conversation elle-même. La distance sociale informelle est utilisée dans les situations professionnelles telles qu'un entretien ou de petites réunions. La distance publique, en revanche, est appropriée dans une présentation où l'on s'adresse à de nombreuses personnes qui ne sont que vaguement ou pas du tout familières. Par exemple, se pencher vers une personne peut aider à vous sentir plus confiant envers celle-ci, mais vous devez prêter attention à ne pas trop vous approcher, au risque d'être tout simplement inapproprié et impoli. L'espace physique est en effet l'espace réel que vous percevez comme étant le vôtre, c'est-à-dire vous appartenant. L'exemple typique étant votre bureau. Souvent, les gens ont recours à l'utilisation d'étiquettes, comme un nom ou une photo de famille, pour marquer et délimiter un territoire. Si vous travaillez dans un bureau, essayez d'observer ce qui se passe pendant les réunions. Avez-vous remarqué que chaque collègue a tendance à prendre la même chaise? Cela vaut également pour les sièges en terrasse. Concluons en citant ce que disait à ce sujet Edmund Husserl, philosophe et mathématicien autrichien, naturalisé allemand, fondateur de la phénoménologie et membre de l'école brentanienne, un courant philosophique de la phénoménologie qui a influencé une grande partie de la culture du XXe siècle en Europe et ailleurs. Bien que le terme proxémique n'apparaisse jamais en tant que tel, on peut aussi reconnaître à la phénoménologie le mérite d'avoir investigué avec sa propre méthode le problème de l'espace et de la distance humaine de manière tout à fait pertinente. Avant tout, la recherche phénoménologique a découvert que le corps humain est fondamentalement une transcendance, une ouverture originelle selon laquelle seul un monde peut s'ouvrir, un monde qui n'est pas une simple somme d'entités, mais plutôt la modalité de leur être donné par rapport à notre possibilité d'être orienté dans la direction du projet existentiel. Le corps, dans son être perpétuellement hors de lui-même, déploie donc un espace à sa manière. Un espace, cependant, qui n'est ni géométrique ni neutre, et donc pas qualitativement indifférent, mais au contraire,
un espace vécu par rapport auquel les choses non seulement restent simplement situées, mais reçoivent leur position et leur sens à partir de l'ici, d'un corps, vu comme le point zéro de l'orientation. Oh, la kinésique. Je trouvais que de tous les sens, l'œil était le plus superficiel, l'oreille, le plus orgueilleux, l'odorat, le plus voluptueux, le goût, le plus superstitieux et inconstant, le toucher, le plus profond. Denis Diderot. L'encyclopédie Treccani définit la kinésique comme l'étude de la communication non verbale ou paralinguistique et surtout celle qui se manifeste par des mouvements, des gestes, des postures, des mimiques du corps, de manière volontaire ou involontaire. Il s'agit notamment de codes de communication anthropologiques, culturels ou artificiels, tels que les gestes de courtoisie ou de mépris, des gestes des différentes traditions théâtrales, des gestes oratoires, le mime, le langage gestuel muet des moines cloîtrés, des sourds muets, les façons de boire et de manger, l'étiquette, et ainsi de suite. Toutefois, l'expression « communication kinésique » se réfère au terme technique qui décrit le langage corporel, c'est-à-dire les actions du corps lui-même, pour communiquer à travers ses mouvements. La communication kinésique est donc une forme de communication non verbale. Cependant, comme vous le verrez, elle n'est pas le seul moyen non verbal de communiquer avec les autres. Il en existe de nombreux autres. Nous pouvons parler en utilisant des mots absolus, utiliser des mouvements corporels comme les gestes et les expressions du visage. Nous pouvons utiliser l'écriture analogique ou numérique de lettres, de messages et d'emails. Nous pouvons aussi utiliser des langages codés. Les marins, par exemple, pour communiquer depuis leur navire, peuvent envoyer un SOS en morse ou échanger des messages en langage des drapeaux. La communication kinésique n'est donc qu'une des multiples façons de communiquer de manière non verbale. Et la communication non verbale n'est qu'un des processus de transmission de messages qui n'implique pas l'utilisation de l'écriture ou de la parole. Lorsque vous parlez, vos mots ne transmettent qu'une partie du message. Vos gestes, vos expressions de visage et votre posture corporelle finissent également par avoir une influence importante sur le message que vous transmettez. La communication kinésique concerne ce que fait votre corps lorsque vous communiquez réellement avec les autres. Il est toutefois bon de préciser que le fondateur de la kinésique, l'anthropologue américain Ray Birdwhistell, n'a jamais utilisé le terme « langage du corps ». Il n'aimait pas cette expression et, au contraire, insistait sur le fait que notre corps ne transmet pas du tout ce que les linguistes appellent du langage. Birdwhistell a filmé des personnes dans des situations sociales et les a ensuite analysées. Ce faisant, il a pu démontrer que les humains communiquent d'une manière jamais vue auparavant. Il a également affirmé que tous les mouvements du corps sont porteurs de sens. En fait, il pensait que le comportement non verbal avait sa propre grammaire. Une grammaire qu'il serait possible d'analyser dans des termes similaires à ce qui est déjà fait pour la langue parlée et écrite. Deux chercheurs, Paul Ekman et Wallace Friesen, se sont attachés à la classification des éléments de la kinésique. Les emblèmes, actes non-verbaux qui se traduisent en actes verbaux dès qu'ils sont réalisés et ont donc une signification convenue selon la culture, un groupe ou une certaine classe sociale. Ils ont pour fonction de remplacer ou de répéter le discours qu'ils accompagnent et sont très utiles surtout si l'interlocuteur est éloigné ou si nous nous trouvons dans un endroit bruyant. Les illustrateurs, mouvements directement liés à la parole et qui servent à donner une représentation visuelle de ce qui est dit. L'affect display, mouvement du corps ou du visage qui montrent un certain état d'esprit, comme la peur ou la colère. Les régulateurs, mouvements totalement involontaires, inconsciemment appris, utilisés pour réguler l'alternance des tours de conversation, c'est-à-dire quand un interlocuteur termine son discours pour laisser l'autre parler. Ils sont effectués de manière inconsciente. Les adaptateurs, mouvements appris dans un effort volontaire d'adaptation
pour satisfaire des besoins physiques et psychiques ou pour maintenir et développer des contacts personnels. 4.4. L'évolution et les origines du langage corporel. L'utilisation du langage corporel est en réalité antérieure à toute forme de langage parlé et écrit par les humains. Il faut également prendre en compte que les primates n'ayant pas la même anatomie vocale et la même taille de cerveau que les humains pour produire du langage, ils utilisent constamment le langage corporel pour communiquer entre eux en plus des vocalisations. Par ailleurs, on pense que les différences génétiques expliquent pourquoi nous pouvons parler alors que nos ancêtres les plus proches, les chimpanzés et les bonobos, en sont totalement incapables. Il est également suggéré qu'une variation du gène FOXP2 en est à l'origine et que les humains ont subi une mutation unique qui s'est produite au cours des 4 à 6 derniers millions d'années. Bien qu'ils ne puissent pas parler, les singes sont intéressants à étudier car ils nous fournissent une vision globale des raisons du développement du langage corporel. Nous pouvons alors les observer, les étudier et voir comment ils utilisent réellement le langage non verbal pour communiquer. C'est en effet le besoin de communiquer qui a permis au langage corporel de se développer en premier lieu, ainsi que les vocalisations. Les gestes ont été notés à maintes reprises chez tous les grands singes, qui les utilisent pour produire différents signaux, dont certains également utilisés par les humains. Par exemple, un contact brutal avec la main peut indiquer à un autre membre qu'il doit s'arrêter, tandis qu'un geste doux ou une légère caresse peuvent être des gestes plus accueillants. Certaines espèces, comme les orang-outans, vont même jusqu'à s'embrasser. D'autres primates utilisent des formes uniques de langage corporel pour communiquer. Les gorilles mâles, pour prouver leur domination, se tiennent sur 2 jambes et se frappent la poitrine. C'est une exclusivité des gorilles, mais les humains ont aussi des moyens d'affirmer leur domination et leur force de manière non verbale. Certains primates, comme les chimpanzés et les bonobos, sont également connus pour leur capacité à bouder. Toutefois, au lieu de signaler la tristesse ou la déception, cette expression a généralement une signification liée à la nourriture ou aux soins. Chez les primates, les gestes sont souvent accompagnés d'expressions du visage et d'un contact visuel. Le grincement des dents est universellement reconnu comme un signe d'agression. En revanche, le claquement de la bouche peut être un signal amical du visage et constitue une forme de soumission dans certaines situations. Comme notre cerveau s'est davantage développé et que la structure de notre visage a changé au fil du temps, les humains ont pu développer leur propre façon d'utiliser le langage corporel dans la communication. Si nous ne montrons généralement plus nos dents pour manifester notre agressivité, nous avons d'autres moyens de transmettre le même message, comme le froncement des sourcils, le raidissement ou l'utilisation de gestes uniques, dont grand classique le doigt d'honneur, dérivé de notre langue et de notre culture. Certains gestes ont été supprimés avec le temps et de nouveaux ont pris le relais, mais grâce à la recherche sur les primates, nous pouvons mieux comprendre comment nous utilisions autrefois le langage corporel, c'est-à-dire avant le développement des compétences associées à la civilisation, comme le langage parlé. 5. Le langage corporel positif. Tout le monde n'en a pas forcément conscience, mais c'est une vérité indéniable. Le corps parle aussi pour nous. Nous entendons sans cesse qu'un langage corporel positif peut changer notre vie, mais c'est encore sous-estimé, voire ignoré par beaucoup. Gageons qu'en lisant ce texte, et en tirant des enseignements, vous commencerez à profiter de tous les avantages de lire le langage corporel des autres et d'utiliser le vôtre correctement. À ce stade, vous l'aurez compris, il est important de transmettre les bons messages à travers votre corps et pas seulement à travers des mots. La plupart du temps, vous ne savez même pas ce que vous dites avec vos gestes, les expressions de votre visage et votre posture. Pour maîtriser cette approche, il est important d'avoir une compréhension approfondie du langage corporel et de commencer à l'utiliser à votre avantage. Qu'est-ce que le langage corporel positif et comment peut-il vous aider dans votre vie privée et votre vie professionnelle?
Certains gestes qui semblent anodins véhiculent une idée fausse de vous et de votre approche professionnelle. Admettons que vous gardiez toujours les bras croisés. Réalisez-vous que cela montre un manque d'intérêt pour votre interlocuteur? Dans un monde qui valorise de plus en plus une société collaborative, vous comprendrez que ce type de signal n'est jamais bon. Un langage corporel positif, en revanche, sert à transmettre un message plaisant et adéquat sur vos performances professionnelles et vos qualités personnelles. Il s'agit à tout point de vue d'un moyen de souligner vos propos et du meilleur moyen d'entrer en contact avec les gens. Quand cet élément fait-il la différence? Dans la journée, on a de multiples occasions d'obtenir de bons résultats en utilisant un langage corporel positif. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, gardez à l'esprit que votre langage corporel sera observé en permanence. Ce n'est pas un hasard si, au cours de leur carrière professionnelle, les gens comprennent ce que leur regard, leur façon de se tenir et leurs gestes communiquent aux autres. Pendant une présentation, par exemple, vous aurez l'air beaucoup plus sûr de vous en soignant vos expressions du visage, tandis qu'en réunion, il vous sera en fait bien plus facile d'exposer vos idées et même de vous démarquer grâce à une bonne posture ou une meilleure utilisation de vos expressions du visage. Même en cas de démission, transmettre les bonnes émotions sera la clé pour d'autres opportunités. Comment utiliser le langage corporel à votre avantage? Pour vous assurer de transmettre émotions et sentiments positifs au travers de votre langage corporel, vous devrez prêter attention à quelques détails. Ces éléments, individuellement, peuvent vous sembler très futiles, mais si vous les regroupez, vous verrez qu'ils prennent une importance considérable dans le contexte de votre message. Le regard. Ceux qui gardent un contact visuel dans une conversation manifestent de l'intérêt pour le sujet et font preuve d'une plus grande confiance en elle. Pendant un contact, il est extrêmement important de regarder l'autre, en fixant ses yeux comme il convient. Il faut veiller cependant à ne pas être trop insistant ou invasif, cela pourrait ressembler à de l'intimidation. L'attitude. Parler sans bouger, de manière statique, rend la conversation inintéressante. Il est important d'apporter du dynamisme à la conversation par une série de mouvements adéquats. Il est donc pertinent de bouger ses mains tout en parlant, mais sans jamais exagérer, afin de ne pas détourner l'attention de son interlocuteur. Il est également important d'avoir une poignée de main ferme, régulière et forte. Ici, vous ne devez pas chercher à attirer l'attention par un contact trop long, surtout avec ceux avec qui vous n'avez pas de relation intime ou d'amitié, et avec ceux qui tiennent beaucoup à leur espace vital. L'expression du visage. Le monde de l'entreprise vous met souvent dans des situations très stressantes et très difficiles. C'est pour cette raison qu'il est conseillé d'adopter une expression confiante et calme. Votre interlocuteur aura davantage confiance en vos compétences et cela prouvera votre intelligence émotionnelle. Pour montrer que vous êtes sympathique et agréable, n'oubliez jamais qu'un sourire fait toute la différence. Utilisez-le avec pertinence pour améliorer la communication non verbale. La posture. Garder les épaules relevées et ou la tête basse donne une impression d'introversion, voire de soumission. Afin d'être bien perçu par les autres, il faut toujours soigner sa façon de se tenir. Pour cette raison, concentrez-vous sur votre démarche. Essayez de marcher les épaules bien ouvertes et le menton légèrement relevé. Ce type de posture transmet une bonne image de vous-même et de comment les autres doivent vous aborder. Pour vous y aider, imaginez un fil tendu qui court le long de votre colonne vertébrale et vous relie au plafond. Gardez le dos droit, sera plus facile et plus naturel en toute occasion. 6. Le langage corporel négatif. Qu'est-ce que le langage corporel négatif? Est-il toujours évident et facile à repérer? Pas vraiment. Après tout, nous, les êtres humains, sommes des créatures d'habitude, et beaucoup d'entre nous peuvent, avec le temps, s'habituer à mal s'asseoir ou à faire des gestes maladroits. La bonne nouvelle, c'est que, même dans ce cas, vous pouvez changer vos travers avec un petit effort et un peu d'exercice. La première étape
consiste à identifier tout ce qui peut être considéré comme du langage corporel négatif. Vous vous efforcerez ensuite de changer ces mauvaises habitudes. La mauvaise posture, c'est l'une des formes les plus négligées du langage corporel négatif. Vous pensez peut-être qu'une mauvaise posture n'entraîne que des problèmes physiques. C'est une grave erreur, comme vous allez le découvrir. Il faut savoir qu'une mauvaise posture affecte également l'humeur, le stress et l'estime de soi. En effet, les épaules affaissées vous donnent l'air fatigué et faible. Une bonne posture implique donc d'avoir les épaules relâchées, la tête, le corps et les cuisses redressées. En somme, corriger votre posture prend du temps et peut ne pas sembler naturel au début. Mais ça en vaut vraiment la peine. La position des jambes et des pieds. Chaque fois que vous vous asseyez, vos jambes et vos pieds peuvent envoyer des messages dont vous n'avez même pas conscience. La distance entre vos genoux ou vos jambes en dit long sur votre personnalité. Tenir ses jambes volontairement très serrées relève clairement du langage corporel négatif. Si, par exemple, vous avez tendance à garder vos genoux serrés et vos pieds écartés, vous suggérez à un observateur extérieur une attitude enfantine. Si vous croisez les jambes, vous pouvez paraître sur la défensive, distant ou même fermé. Si vous écartez les jambes, vous signalez un certain degré de domination, mais cette position peut aussi dénoter une certaine arrogance. Elle est donc souvent inappropriée et déconseillée dans les situations formelles. Et même quand vos jambes ne sont ni trop rapprochées ni trop éloignées, vos pieds peuvent toujours exprimer beaucoup de choses. Les mouvements des pieds racontent une grande histoire dont nous n'avons pas conscience. Plus vos pieds touchent le sol, ou plus ils se balancent, plus votre corps exprime la nervosité ou l'inquiétude. Essayez donc de vous asseoir les jambes légèrement écartées, les pieds bien posés sur le sol. Les bras croisés. Le principal problème de s'asseoir les bras croisés est que cela fait tout de suite penser à une première ligne de protection, à un instinct de défense primitif. Si vous vous tenez ainsi, l'interlocuteur peut vous percevoir comme quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce qu'il dit. Croiser les bras ne vous donne pas l'air ouvert et accessible. Cela revient à vous protéger de l'autre personne. La position des mains et des doigts. Plusieurs de vos gestes avec les mains ou les doigts s'apparentent au langage négatif dans la perception des autres. Tout d'abord, faites attention à ne pas tenir vos mains serrées. Il s'agit d'une position très courante, typique des personnes stressées. Comme vous pouvez donc facilement le comprendre, elle est contre-productive lorsque vous voulez faire affaire avec d'autres, dans une situation où vous devez projeter de la confiance et ne pas communiquer un état d'agitation intérieure. Autre position à éviter, les mains derrière le dos ou dans les poches pendant une conversation. La plupart d'entre nous se tient ainsi inconsciemment, mais n'oubliez pas que cela vous met dans une position inconfortable et vous montre à l'autre comme quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose. De même, il n'est pas judicieux de frotter les paumes de vos mains en étant assis ou de placer vos doigts sur l'autre main pour former un bonnet. Ces gestes peuvent être associés à une volonté de tromper ou de s'imposer de façon impertinente. La poignée de main molle ou trop forte. Bien que les poignées de main puissent sembler simples à gérer, elles sont loin d'être les plus faciles à maîtriser. Malheureusement, une poignée de main molle ou trop forte est un type extrême de langage corporel négatif. D'autant plus que votre poignée de main a une très forte influence sur ce que sera votre première impression. Gardez à l'esprit qu'une poignée de main trop forte peut vous donner l'air agressif. Les poignées de main molles, elles, donnent l'air faible si associées à des mains moites, froides ou qui effleurent à peine la main de l'autre. Ce genre de poigne donne l'image d'une personne qui manque d'autorité et de confiance en elle, et souligne une nature froide et indifférente. En revanche, les poignées de main trop énergiques vous font paraître inutilement agressif. Trop peu de contact visuel. Il y a aussi beaucoup à dire sur le contact visuel, un type particulier de langage corporel. Un contact visuel insuffisant n'est jamais positif, pour toutes sortes de raisons. Vous pourriez avoir l'air peu professionnel,
mal préparé, peu sûr de vous ou même peu sincère, ce qui pourrait être vraiment dommageable lors d'un premier rendez-vous ou d'un entretien. Ce n'est pas pour rien qu'on apprend aux enfants à regarder les gens dans les yeux lorsqu'ils parlent ou écoutent quelqu'un parler. Cela leur permet de se sentir en confiance et à l'aise avec l'autre. Toutefois, les experts en langage corporel affirment qu'un contact visuel trop long peut avoir l'effet inverse. Vous pourriez paraître impoli, intimidant ou hostile. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous parlez, regardez votre interlocuteur dans les yeux. Si vous l'écoutez, détournez le regard de temps en temps pour le tenir en haleine et lui donner envie de gagner votre attention. Reculez. Dans les conversations, il est essentiel de se pencher vers votre interlocuteur, jamais en arrière. Vers l'avant, vous confirmez que vous vous présentez comme un auditeur très attentif et témoignez d'un grand intérêt pour ce qui est dit. Reculer ou s'adosser donne l'impression contraire, l'ennui ou le désintérêt. N'oubliez pas de ne pas trop vous pencher vers l'autre, vous risqueriez d'avoir l'air en demande ou désespéré. Trop de gestes. La simplicité est presque toujours le choix le plus judicieux. Dans la communication non verbale, ce choix implique des choses à ne pas faire. Ne pas bouger les bras trop fréquemment, ne pas se ronger les ongles, ne pas toucher les poignets de sa chemise ou les manches de son pull en parlant. Tous ces gestes indiquent un manque de professionnalisme et de confiance en soi. Pas assez de gestes. Veillez également à ne pas trop vous contrôler. N'en arrivez jamais au point de ne plus bouger pendant une conversation. Si vous restez complètement immobile à côté d'une autre personne, vous aurez juste l'air raide et pas naturel. Cela peut donner à l'autre l'impression que vous essayez volontairement de masquer vos émotions. Manipuler un objet. Manipuler constamment quelque chose est un signe évident d'ennui. C'est très gênant pour l'auditeur, mais aussi pour celui qui parle. Ainsi, bougez vos doigts ou touchez vos cheveux, tripotez votre téléphone ou tout autre objet, détourne votre attention de tout ce qui est dit. On a juste l'air faible ou distrait. Avoir l'air de s'ennuyer en écoutant. N'oubliez pas de sourire et de hocher la tête lorsque quelqu'un vous parle. C'est simple à faire, mais avec ces petits gestes, vous faites savoir à votre interlocuteur que vous écoutez activement ce qu'il dit. Veillez également à ce que votre tête et votre poitrine soient toujours tournées vers l'autre. Cela semble évident, mais pensez à ne pas regarder votre smartphone pendant que quelqu'un vous parle. Veillez plutôt à vous concentrer sur votre interlocuteur. Les barrières, de petits objets simples et inoffensifs, comme une tasse à café, peuvent en fait constituer une véritable barrière entre vous et les autres. Les objets peuvent nuire à la conversation. Il vous faut écarter tout ce qui gêne la vue ou forme une sorte de barrage entre vous et les autres. Comme nous l'avons déjà mentionné, il peut s'agir de quelque chose qui nous semble banal, comme une tasse de café. Toucher ses jambes. Aussi innocent que cela puisse paraître, il s'agit là d'un geste clair d'autoréconfort qui montre pleinement à l'autre votre malaise à cet instant. Si, à un moment quelconque de la conversation, vous vous surprenez à frotter vos jambes d'avant en arrière, arrêtez immédiatement. Respirez profondément et détendez-vous. Touchez l'autre. Dans ce cas particulier, la frontière est mince entre ce qui est bienvenu et ce qui ne l'est pas. Si la situation s'y prête, vous pouvez toucher légèrement l'autre pour commencer à établir une connexion ou pour montrer un intérêt amoureux lors d'un rendez-vous. Dans tous les cas, vous devez utiliser toute la surface de votre main. Un simple contact du bout des doigts peut signaler une hésitation ou une aversion. Envahir l'espace vital de l'autre. Il n'y a pas de règle précise concernant l'espace vital. Mais n'oubliez pas que la distance entre vous et l'autre doit être respectée et non testée. Vous conviendrez qu'il est essentiel de respecter les limites fixées par votre interlocuteur. Vous pouvez laisser votre conjoint, les membres de votre famille ou vos amis s'approcher physiquement et vice-versa, mais vous ne devez pas le faire avec des inconnus. Montrer du doigt. Montrer du doigt est un geste très impoli. Point. Il est même déconseillé de se montrer soi-même du doigt, car cela peut passer pour arrogant.
ou avoir d'un geste exagéré, ce qui peut agacer l'autre personne. Oubliez que ces règles peuvent être différentes ailleurs. S'appuyer sur ses connaissances de ce qui fonctionne ou pas chez nous est une erreur dans un autre pays. Les règles et les nuances dans la signification des gestes et des attitudes varient en fonction de la culture d'origine. Elles dépendent du pays, de son histoire, ou même de la façon dont ses habitants ont grandi. Vous ne devez jamais sous-estimer votre langage corporel car, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, il est très important. Si vous ne le maîtrisez pas correctement, des malentendus et des idées fausses peuvent surgir et il vous sera très difficile, voire impossible, d'atteindre votre objectif. Votre langage corporel influencera plusieurs facteurs importants, tels que votre progression dans le cadre professionnel, mais aussi votre santé et votre bien-être dans les relations affectives et même dans la vie en général. La communication non verbale est tout aussi importante que la communication verbale, sans oublier le fait que c'est parfois encore plus important que de dire ce qu'il faut. 2. Exploiter son langage corporel, la confiance en soi. Le langage corporel capable de vous donner confiance est utilisé consciemment, mais il s'active aussi inconsciemment. Vous devez donc garder à l'esprit que plus le geste est spontané, plus il sera crédible et apprécié par les autres. On peut vouloir paraître sûr de soi devant les autres pour de multiples raisons, dans une situation soudaine ou même devant une personne particulière du groupe. Après tout, c'est l'une de ces raisons qui vous donne envie de lire ce livre, non? Parfois, comme vous le savez, il est très facile d'observer des gestes contradictoires qui passent trop rapidement de la confiance à l'insécurité. On peut être très sûr de soi, mais dans certaines situations ou même en un seul instant, on peut perdre totalement confiance. Bien sûr, on peut très vite se reprendre, mais entre-temps, on aura inévitablement commis des gestes d'hésitation. Les plus expérimentés peuvent facilement remarquer cette série d'hésitations chez les interlocuteurs et peuvent donc exploiter à leur avantage toutes ces lacunes. Ces gestes impliquent l'ensemble du corps, mais se manifestent surtout au niveau des mains, du tronc, de la tête, des jambes et des sourcils. Sans oublier leur présence dans l'intonation de la voix, un outil important pour donner de la crédibilité aux autres éléments de la communication. De l'importance de faire preuve de confiance en soi. Montrer sa confiance en soi a toujours présenté de nombreux avantages. Les premiers hommes ont acquis leur pouvoir et assuré leur survie en gagnant la confiance des autres membres du clan. Aujourd'hui, les personnes qui font preuve d'assurance ont plus de chances de réussir un entretien et d'obtenir un poste à responsabilité. Lorsque vous faites preuve de confiance en vous, vous amenez les autres à vous faire confiance. Votre maîtrise du langage corporel fait de vous un meilleur leader que les autres sont susceptibles de suivre et d'admirer. Plusieurs études récentes utilisant l'hypothèse du feedback facial ont démontré qu'en souriant, nous avons tendance à mieux nous sentir. Il en va de même pour le langage corporel. Cela signifie que si notre corps et notre attitude respirent la confiance, nous nous sentons plus confiants. C'est un cercle vertueux qui a tout pour s'auto-alimenter. En effet, ce n'est pas que le corps qui suit l'esprit, mais aussi l'esprit qui suit le corps. Si vous vous asseyez avec vos pieds et vos jambes dans une position dominante, vous vous sentirez bientôt plus dominant. Est-il jamais bon de montrer son manque de confiance? Il peut y avoir des moments où il est normal de le montrer, mais il est essentiel de s'assurer que vous êtes dans l'une de ces situations avant de communiquer un mauvais langage corporel aux autres. Par exemple, si quelqu'un doit vous apprendre quelque chose, faire preuve d'une trop grande et permanente confiance en soi peut bloquer celui qui vous enseigne et l'empêcher de vous expliquer un principe. Vous voudrez sans doute éviter de témoigner de trop de confiance lorsque vous voulez montrer votre empathie envers quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude ce qu'il ressent, vit et traverse. À supposer que si, vous devriez toujours garder à l'esprit que le véritable et unique but de l'empathie est de se mettre à la place de l'autre. Vous ne pouvez donc pas le faire si vous êtes complètement concentré sur vos propres certitudes et ou incertitudes.
Que faire pour améliorer la confiance en soi? Dans certains cas, tout ce qu'il faut à certains, et très probablement à vous aussi, c'est un peu de temps pour réfléchir à leur réussite et à leur qualité. Certains peuvent développer leur confiance en soi en affinant leurs compétences, jusqu'à obtenir un plus grand respect de soi. D'autres, à qui l'on a appris pendant leur éducation qu'ils étaient inutiles ou inférieurs, peuvent avoir du mal à opérer eux-mêmes ce changement. Vous pouvez améliorer votre estime de soi grâce à une série d'exercices. Pour commencer, vous pouvez analyser vos pensées négatives et les remplacer par des idées plus positives, mais authentiques. Se mentir à soi-même ne sert à rien. Si vous avez essayé d'améliorer votre estime de soi, mais que vous n'y êtes pas parvenu seul, il peut être utile de parler à quelqu'un, voire à un thérapeute. Il n'y a rien de mal à vouloir surmonter ces obstacles intérieurs, et une thérapie pourrait vous aider à trouver la bonne pratique pour vous. En travaillant sur vos complexes d'insuffisance ou d'infériorité, vous pouvez changer la façon dont vous vous percevez et dont vous abordez le monde. Vous constaterez également qu'à mesure que vous gagnez en force intérieure, votre langage corporel changera aussi inconsciemment. Non seulement vous vous sentirez plus en confiance, mais vous serez également capable de le montrer aux autres, même si vous n'en êtes pas conscient. Chapitre numéro 2.1. La poignée de main. La poignée de main, que tout le monde considère aujourd'hui comme une salutation, trouve son origine dans l'Antiquité, où elle était un moyen simple et direct de montrer qu'on n'était pas armé. Les temps changent, mais les coutumes et les gestes restent, et changent de sens. Aujourd'hui, par exemple, une poignée de main chaleureuse et ferme vous aide à exprimer votre volonté d'avoir une conversation paisible et une relation productive avec l'autre. Il convient d'ajouter que les neuroscientifiques confirment qu'une bonne poignée de main laisse toujours une impression durable sur l'autre. Que ce soit lors d'une réunion de travail ou d'une rencontre avec les parents de votre conjoint, se présenter avec une bonne poignée de main est un excellent moyen de faire une première impression inoubliable. Dans le monde du travail, nous nous serrons la main en permanence, sans arrêt, tout le temps. Contrairement aux nombreux signaux du langage corporel que nous analysons lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, la poignée de main implique un contact physique. La façon dont vous serrez la main d'une personne et la façon dont vous la lui serrez en retour sont très révélatrices des interactions qui vont suivre. Des études scientifiques récentes ont confirmé qu'une bonne poignée de main peut favoriser la positivité entre les personnes concernées. Une poignée de main ferme augmente l'intérêt d'une personne pour l'interaction, réduit les associations négatives et communique mieux qu'un échange verbal. L'humanité conclut des contrats et des pactes et scelle des accords par des poignées de main depuis des siècles, mais cela ne signifie pas que nous ayons toujours compris comment bien le faire. L'étiquette de la poignée de main est rarement enseignée de manière formelle, mais la plupart d'entre nous sait que la différence entre une bonne et une mauvaise poignée de main peut avoir un fort impact dès le début. La main d'une personne nerveuse et peu sûre d'elle est humide, froide, et elle retombe comme un poisson mort. Comme vous pouvez le constater, une telle poignée de main, sans prononcer un seul mot, réussit à exprimer le malaise ressenti face à la situation en cours. À l'opposé de l'échelle d'intensité des poignées de main, on peut vous serrer la main avec une telle force que vous pouvez sentir tous vos petits os mains s'écraser. Dans certains contextes, ce type de poigne peut être considéré comme une démonstration de force injustifiée. Les poignées de main ne sont pas toujours des gestes amicaux. Dans certains cas, il s'agit de jeux de pouvoir dans lesquels une prise agressive sert à manipuler l'autre pour qu'il écoute ou se soumette. En vous serrant la main, les gens sentent que vous avez confiance en vous. La personne qui initie ce geste montre qu'elle est très confiante. Normalement, c'est la personne qui a le plus de pouvoir qui initie la poignée de main. Si vous voulez montrer votre respect envers la personne que vous rencontrez, vous pouvez attendre qu'elle prenne l'initiative du geste. Lorsque vous passez un entretien ou que vous êtes sur le point de vous engager dans une négociation, vous pouvez faire communiquer votre confiance aux autres en commençant par serrer la main.
Si vous vous trouvez en face d'une personne plus conservatrice, ou si votre interlocuteur occupe un poste ou une position sociale beaucoup plus élevée que vous, il est préférable d'attendre son geste, en signe de respect pour lui. Imitez le langage corporel de l'autre. Dans la plupart des cas, le geste est reproduit pour favoriser des sentiments positifs, mais il peut également être utilisé comme une forme de posture sociale. En particulier lors des réunions politiques, un tel tentera de montrer sa domination sur l'autre en utilisant une poignée de main agressive, voire contrôlante. Offrez une poignée fiable en utilisant la méthode à deux mains. Il existe de nombreuses façons de serrer la main de votre interlocuteur, mais si vous voulez montrer que vous êtes digne de confiance, utilisez les deux mains pour le faire de manière convaincante. Attention, cette manœuvre n'est pas adaptée à toutes les situations. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, cela peut sembler trop familier. Une fois que vous avez réussi à obtenir du temps pour former un lien émotionnel plus profond avec cette personne, vous pourrez utiliser cette technique. N'oubliez pas que cette approche à deux mains parle pour vous et dit « Je suis digne de confiance », car elle double la quantité de contact physique. L'extension des mains renvoie à son sens premier et montre à l'autre personne que vous ne pouvez pas cacher d'armes et qu'aucun danger ne sous-tend votre geste chaleureux. Tenez-vous sur la gauche pour paraître plus fort. Une grande partie de notre langage corporel peut simplement être réduite à notre place dans un espace donné. Si vous voulez avoir l'air plus fort devant un groupe ou lors d'une séance de photos, placez-vous sur le côté gauche. En effet, la personne de gauche est toujours perçue par tous comme plus dominante que la personne de droite. Lorsque vous vous tenez à gauche, il est plus facile de prendre le dessus dans la poignée de main. Cela ne signifie pas forcément que vous devez utiliser ce pouvoir, mais l'opportunité est là pour vous. La personne de gauche a presque toujours l'air de contrôler le geste. Votre main doit être verticale pour montrer une égalité de position et de pouvoir. Bien que la poignée de main soit une interaction brève, chacun peut transmettre beaucoup d'informations à l'autre par ce biais. Il est toujours très important de prêter attention aux aspects secondaires lors de la communication, quelle que soit la manière, afin que l'autre ne se méprenne pas sur vos intentions. Par exemple, un détail permet de s'assurer que votre poignée à deux mains transmet réellement l'égalité et le respect de l'autre personne. Vous devez vous assurer que vous tenez les deux mains à la verticale. En effet, si la main est tournée vers le bas quand on la serre, cela signifie que la personne veut prendre le dessus et essaie de contrôler la relation, tandis que la main tournée vers le haut est un signal de soumission dans ce type d'échange. La personne dont la main est tournée vers le bas peut presser davantage la main soumise si elle tente d'affirmer sa domination. Lorsque les deux mains restent verticales, cela envoie le message que les deux personnes sont au même niveau. Ajustez la pression de votre poignée de main en fonction de l'autre. Soyez décidé et restez régulier sur la quantité de pression que vous mettez, mais évitez de serrer la main de l'autre trop fort. Si la prise de l'autre personne semble plus faible que la vôtre, diminuez votre force en conséquence. Dans le cas contraire, augmentez votre force et votre pression pour ne pas avoir l'air faible. Cela ne signifie pas que vous devez remplacer votre poignée de main forte par une poignée de main faible ou inversement. Mais si les poignées restent inégales, cela peut en dire long sur vous à l'autre personne. Faites de votre mieux pour vous adapter au niveau de pression que vous recevez. Une bonne poignée de main jette les bases de la relation future. Cette forme silencieuse de communication peut en dire long sur vos motivations et vos intentions. La bonne pratique de la poignée de main vous fera partir du bon pied dans des relations positives qui seront plus influentes dans ces quelques secondes où l'échange a lieu. Une excellente poignée de main peut laisser une impression qui durera toute une vie. À l'heure où ces lignes sont rédigées, la situation a un peu changé et évolue constamment, compte tenu de l'urgence Covid-19 qui déconseille toute forme de contact, y compris les poignées de main.
C'est pourquoi vous devez apprendre à manier d'autres types de salutations, respectueuses et honorables, basées sur le contact visuel. Non, il ne faut pas être comme Massimo Troisi et Roberto Benigni dans la scène de l'église de Noncy-Resta-Piangère, où pour s'attirer les faveurs des demoiselles, ils devaient faire comprendre par le regard qu'ils avaient compris, et finissaient par regarder les filles en ajoutant « Oui, oui, j'ai compris », suscitant l'hilarité des filles, mais sans dire à quelqu'un « Je vous salue », vous pouvez le saluer d'un hochement de tête ferme et d'un regard convaincu. 2. La posture. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, au cours d'une conversation normale, notre langage corporel transmet beaucoup d'informations, parfois trop, sur nos réelles intentions et nos pensées. En effet, nous n'en avons sans doute pas conscience, mais nos paroles peuvent être corrompues, voire trahies, par notre corps, et notamment par notre posture. Pensez par exemple à un rendez-vous de travail, au processus de sélection, à un examen oral universitaire, et à de nombreuses autres occasions où vous devez faire très attention à votre posture. Après tout, l'interlocuteur accordera une attention particulière à tous ces éléments. Par conséquent, il est très important que vous connaissiez, mais aussi que vous reconnaissiez votre posture, afin de pouvoir la corriger si nécessaire. Grâce à cette prise de conscience, vous pourrez changer l'expérience à votre avantage, pencher votre corps. En vous penchant en avant, votre interlocuteur sentira votre intérêt pour la conversation. Gardez son torse droit, à un angle d'environ 90 degrés par rapport aux jambes, est une position neutre qui donne confiance. En vous penchant, vous montrerez que vous êtes particulièrement intéressé par les propos de votre interlocuteur à ce moment précis. Cependant, rester trop longtemps dans cette position peut aussi donner l'idée inverse. Passez donc de la position neutre à la position d'intérêt lorsque vous vous rendez compte que votre interlocuteur souhaite recevoir plus d'attention de votre part. Sachez également que s'adosser donne généralement une image très négative de désintérêt et d'inattention. Cela donne l'impression que vous aimeriez être ailleurs. Par conséquent, votre posture peut ne pas être interprétée positivement dans ce cas. Ne regardez pas vers le bas. En gardant la colonne vertébrale droite, mais en regardant vers le bas, vous augmentez la possibilité de malentendus. Habituellement, baisser les yeux dénote de la tristesse ou une gêne extrême. Cela montre en tout cas un désir de fuir la conversation. En outre, de nombreux recruteurs pensent que si un candidat baisse les yeux immédiatement après une question, c'est qu'il n'y répond pas honnêtement. Il est vrai que cette attitude peut aussi indiquer une certaine timidité. Dans certaines professions, cela peut être gênant, surtout lorsqu'on a affaire au public, alors que dans d'autres, c'est très apprécié. Ouvrez votre poitrine. Il s'agit d'une position qui doit être bien réfléchie, car elle peut être ambiguë. Il s'agit probablement d'une caractéristique héritée ou copiée d'autres animaux. C'est un moyen courant pour différentes espèces d'intimider l'adversaire ou de paraître plus fort. Il peut également témoigner de l'intérêt et de l'attirance pour quelqu'un. Lors d'un entretien d'embauche, utilisé judicieusement, cette posture vous donnera probablement un air confiant et sûr de vous. Cependant, si elle est exagérée, elle peut être perçue comme un signe d'arrogance ou de supériorité présumée, et donc susciter un certain mépris chez l'autre. Corrigez fréquemment votre posture. Parfois, si nous sommes nerveux ou mal à l'aise dans certaines situations, nous essayons constamment de mieux nous asseoir sur notre chaise. Le stress nous rend extrêmement attentifs à tout stimulus. Dans ces cas-là, toute position semblera mauvaise et inconfortable. Cette gêne donnera une fausse idée à l'interlocuteur. Elle le fera douter de votre intelligence émotionnelle et il percevra votre agitation. Essayez d'avoir l'air à l'aise, même si vous ne l'êtes pas, sans aller jusqu'à ignorer une douleur qui vous gêne vraiment. 3. Les mains. Debout, nos mains et nos bras sont complètement libres de leurs mouvements. Ne sachant quoi en faire, nous les touchons souvent, avec agitation. La meilleure façon de placer vos bras est de les tenir derrière vous,
de redresser votre colonne vertébrale et de mettre vos mains derrière le dos. Cela améliore votre posture et vous donne un air plus confiant. Cette position dénote également respect et révérence. Dans l'armée, on apprend aux soldats à rester dans cette position devant leurs supérieurs. Les mains sur les hanches. Naturellement, si nous sommes en colère ou que nous nous en prenons à quelque chose ou quelqu'un, nous avons tendance à mettre nos mains sur les hanches et à diriger notre regard vers la personne ou l'objet qui nous a offensés. Cette posture est généralement connue sous le nom de posture du défi. Évitez de l'adopter si vous n'êtes pas obligé de le faire, au risque d'être mal compris. Évitez autant que possible les malentendus. Ils ont une solution, mais il vaut mieux mobiliser vos ressources et votre énergie dans des actions créatives plutôt que dans des opérations de récupération. Même en colère, gardez votre posture sous contrôle. C'est une question d'intelligence émotionnelle. Dans de nombreux entretiens, le candidat est volontairement soumis à des situations stressantes afin que le recruteur évalue sa capacité à contrôler ses impulsions. Notez qu'à ces occasions, la posture est l'une des principales caractéristiques observées. Les bras croisés. Croiser les bras est certainement le geste le plus courant en réponse à un stimulus externe. Si quelqu'un fait quelque chose qui nous agace vraiment, nous tournons la tête et croisons les bras pour dire « Je suis en position de défense parce que j'attends une attaque ». D'habitude, nous le faisons pour montrer ouvertement notre malaise, mais en réalité, ce geste est aussi un moyen de nous calmer. Il s'agit d'un simple automatisme, très probablement hérité de nos ancêtres, véritable reflet de notre inconscient. Quelle est la posture idéale? À ce stade, après avoir lu les différents types de postures à éviter, vous devez également savoir quelles sont les bonnes. Tout d'abord, il est très important d'adopter une posture où vous êtes à l'aise. Inutile de vous entraîner pour le jour d'un entretien, d'un examen ou d'un rendez-vous Tinder. Vos muscles et vos articulations peuvent ne pas supporter les postures souhaitées pendant une période plus ou moins longue. La tension sur vos muscles pour tenir cette posture idéale peut se traduire par des expressions évidentes d'inconfort sur votre visage. Il est donc idéal de travailler souvent et longtemps à l'avance vos muscles posturaux. Toutefois, une posture rigide avec de rares mouvements donne une forte impression de nervosité, ce qu'il vaut mieux éviter. Vous devez également chercher à vous tenir droit pour ainsi montrer une confiance totale et une grande maîtrise de soi. La poitrine doit être ouverte, les épaules non pas fermées mais écartées, sans donner l'impression que vous vous protégez par votre posture. Pour entraîner ces muscles dorsaux posturaux, si vous n'avez pas de salle de sport à disposition, il vous suffit de vous procurer un élastique d'entraînement, on en trouve facilement sur Amazon, et de vous exercer pendant quelques minutes chaque jour, voire plusieurs fois par jour. Commencez par un élastique léger. Tenez l'élastique dans les deux mains avec une prise large, amenez-le à hauteur de poitrine devant vous et tendez les bras. Pliez légèrement les coudes, ne serrez pas trop vos bras. Ensuite, en poussant les mains vers les côtés, étirez l'élastique et amenez-le au niveau de la poitrine, jusque derrière la ligne des épaules. Essayez de maintenir une bonne symétrie des bras et des mains pendant ce mouvement. Il peut donc être utile d'effectuer l'exercice devant un miroir. Si vos mains ou vos jambes sont constamment en mouvement et agitées, essayez de placer vos mains sur vos cuisses pour en contrôler le mouvement. Cette position est neutre. À condition que cela soit confortable pour vous et que vous vous sentiez bien, vous pouvez aussi placer vos mains sur n'importe quelle surface, comme une chaise ou une table. Vous devez désormais réaliser en quoi le contrôle de la posture est vraiment essentiel pour faire bonne impression à un moment important. Bien trop de gens font l'erreur de ne penser qu'à ce qu'il est important de dire dans les grandes occasions et oublient, voire négligent, que le langage corporel doit être en phase, en harmonie avec le message vocal. Si vous affirmez être extrêmement communicatif, mais que vous détournez le regard lorsque le recruteur vous pose une question, vous ne ferez que prouver que vous êtes distrait, donc le contraire de ce que vous avez déclaré précédemment,
et vous risquez également de passer pour un menteur. Rappelons simplement, en cette fin de chapitre, que si vous accordez la bonne attention à vos paroles et à vos gestes, vous ferez certainement bonne impression en toute occasion, qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche ou d'un rendez-vous amoureux. Investir dans votre qualification professionnelle est certes un facteur très important, mais vous devez également soigner la façon dont vous vous présentez aux autres, ce qui se communique, entre autres, par le langage et la posture que vous adoptez. Chapitre numéro 3. Calibrez votre langage corporel. Avez-vous déjà dû demander à quelqu'un de faire une photo de vous ou chercher dans une fête une personne qui vous plaise pour discuter? Comment avez-vous choisi cette personne? Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais vous avez probablement choisi quelqu'un qui avait l'air ouvert plutôt que fermé à ce moment-là. Quelque chose dans ses expressions, son apparence, sa posture, ou la façon dont il parlait et interagissait avec les autres, le rendait accessible plutôt que menaçant, hostile ou distant. Votre choix s'est donc porté sur lui. La question que vous devez vous poser à ce stade, si ce n'est déjà fait, est très simple. Comment être celui que l'on choisit? Ou plutôt, comment obtenir le genre d'aura dont on a parlé plus haut? Comment faire pour que les gens aient envie de rentrer en contact avec vous et sentent une connexion dès le début? Selon de nombreux experts en langage corporel, vous devriez principalement vous concentrer sur les parties spécifiques de votre corps qui influencent les autres et les amènent à vous voir comme quelqu'un de sociable et de charismatique. Ces parties du corps, si elles sont exposées, vous rendent plus vulnérables aux attaques et agressions extérieures. Par conséquent, lorsque vous êtes ouvert aux dangers potentiels, vous transmettez une impression de sécurité. Parallèlement, la partie la plus primitive du cerveau des gens vous lie comme étant accessible. Les personnes qui n'exposent pas ces parties de leur corps sont comme des maisons aux portes et fenêtres closes, verrouillées par 1000 serrures. Personne n'ose prendre le risque d'approcher un tel endroit pour demander ou offrir quelque chose. Disons-le ainsi, si vous organisez un dîner pour les habitants de votre quartier, vous n'inviterez certainement pas le propriétaire de cette austère forteresse. Donc, si vous avez fermé des portes, vous devez maintenant apprendre à les ouvrir pour que les autres puissent vous choisir et vous inviter. Vous devez alors savoir que pour faire du langage corporel un outil important, vous devez transmettre 3 choses fondamentales aux autres: ouverture, confiance et intérêt. L'étalonnage est donc la capacité d'utiliser ses sens pour identifier l'état d'esprit d'une personne à un instant donné, et il est important pour de nombreuses raisons. Pour étalonner, vous devez principalement utiliser votre vue, votre ouïe et parfois, mais plus rarement, votre toucher. En pratique, on utilise sa vue et son ouïe pour mieux comprendre son interlocuteur et prêter attention à tous les signaux de communication, langage verbal, paraverbal et non-verbal. Présentons brièvement ce qui est valable en théorie et en pratique à propos du langage corporel, mais dans le cas particulier d'un entretien. Dans cette situation, il est très utile de maintenir le contact visuel et d'adopter une expression souriante. Il vaut mieux éviter de mettre des barrières entre vous et votre interlocuteur en croisant les bras ou en mettant votre sac entre vos jambes. De même, ne touchez pas vos bagues, stylos, cheveux, etc. Et ne montrez pas votre interlocuteur du doigt. Un index pointé est un acte accusateur, il peut vous faire vous détester en 1 seconde. Il reste très important de hocher légèrement la tête pendant que l'autre personne parle, car cela montre son attention. Toute l'attention qui vous reste doit être dirigée vers votre interlocuteur pour capter les signaux non-verbaux qu'il vous envoie et les transformer en points en votre faveur. L'étalonnage, c'est la capacité à détecter correctement l'état émotionnel d'une personne, et c'est l'une des compétences les plus importantes dans les relations humaines. Selon l'émotion d'une personne, la communication doit être adaptée. Il arrive souvent que les gens fassent un monologue indépendamment de ce que ressent l'autre.
L'étalonnage définit l'opération que réalise une personne lorsqu'elle se trouve dans un état émotionnel particulier, sur la base de l'observation de son langage verbal et surtout non verbal. Cette compétence est utilisée pour distinguer ces signaux émotionnels subtils dans les expressions du visage, le ton de la voix et les positions du corps afin d'identifier l'état émotionnel d'une personne dans une situation donnée. Par exemple, si une personne se souvient d'un événement effrayant, ses lèvres peuvent devenir plus fines, sa peau plus pâle et sa respiration plus courte et plus rapide. Développer cette compétence vous permet d'amplifier l'efficacité de votre communication, de saisir les informations cachées chez votre interlocuteur, de devenir un bon orateur qui ne lasse pas ses auditeurs, et enfin d'améliorer vos relations. L'étalonnage étant l'art d'interpréter les réponses des gens en utilisant correctement et précisément vos sens, la première étape consiste à les entraîner à capter le plus d'informations possible. Voici un exercice simple à faire. Concentrez-vous sur un point précis du mur, face à vous, ou juste en dessous du niveau des yeux. Fixez ce point pendant quelques instants seulement, regardez-le distinctement dans ses moindres détails. Élargissez progressivement votre vision. Remarquez comme elle a tendance à s'élargir et à inclure plus d'informations. Vous pouvez voir le sol, le plafond et les côtés de la pièce en même temps, sans avoir à vous concentrer sur un seul élément. Vous ne pouvez peut-être pas voir ce qui se trouve derrière vous, mais vous pouvez avoir une idée de ce qu'il pourrait s'y trouver. Concentrez-vous sur les sons. Imaginez maintenant que vos oreilles sont comme le sonar d'une chauve-souris et imaginez que votre ouïe s'élargit dans des cercles de plus en plus grands. Prenez conscience des bruits qui vous entourent, les gens qui parlent, une mouche qui vole, la circulation dehors. Concentrez-vous sur vos sensations, imaginez qu'elles sont regroupées dans votre ventre. Imaginez que vous les projetez autour de vous dans la pièce comme une sphère rayonnante à partir du centre de votre ventre. Imaginez de toucher également les murs de la pièce et tout ce qui s'y trouve. En faisant cet exercice quelques jours de suite, vous percevrez beaucoup plus d'informations sur les personnes qui vous entourent, sans même y penser consciemment. Concluons maintenant ce chapitre en vous racontant l'intéressante histoire d'Arthur, un étudiant en psychologie. Pendant ses études, Arthur a également eu l'occasion d'interagir avec le célèbre Dr Milton H. Erickson. Un jour, ce professeur de psychologie annonça à sa classe qu'il y aurait un examen surprise. Le professeur demanda aux étudiants s'ils étaient prêts, et seul Arthur déclara l'être. Arthur affirma même qu'il connaissait déjà les 10 questions que le professeur poserait pendant l'examen. Le docteur Erickson, surpris, demanda à Arthur de justifier sa supposition. C'est alors que l'étudiant dit au professeur que, puisqu'il avait toujours donné des évaluations de 10 questions, il était sûr que cette fois-ci ne serait pas une exception. Puis Arthur commença à réciter les questions, l'une après l'autre. Au fur et à mesure, le visage du professeur changeait de façon spectaculaire. Ses yeux s'écarquillaient, sa peau passait de pâle à rouge, les muscles de ses mâchoires se tendaient, tout comme ses épaules et son cou. La respiration du professeur s'accélérait et se déplaçait vers le haut de sa poitrine, tandis que son rythme cardiaque augmentait. À la 5e bonne réponse, le professeur pointa Arthur du doigt et lui cria « Tu as volé ma copie carbone de l'examen. Maintenant, allons voir le directeur. Tu seras renvoyé. » Arthur ne broncha pas, prit son dossier et suivit le professeur jusque chez le directeur. Le professeur raconta au directeur de l'école ce qui s'était passé qui avertit alors « Arthur, si tu ne peux pas prouver comment tu connais les questions de l'examen, tu seras renvoyé de la faculté. » L'étudiant sortit calmement son manuel de psychologie. Ce livre était souligné de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Partout, il y avait des notes, des remarques, des flèches et des explications. Arthur prit son manuel et le montra au directeur et au professeur, s'attardant sur certaines phrases du livre marquées d'un astérisque, d'autres de 2, d'autres de 3, d'autres de 4, 5, 6,
7, et ainsi de suite. Mais à la fin, il n'y avait que 10 phrases avec 10 astérisques. C'étaient les questions de l'examen. Arthur dit que pendant le cours, il avait prêté attention au langage paraverbal et non verbal du professeur, et grâce à cette stratégie, il avait pu remarquer que certaines phrases étaient soulignées différemment des autres. Le professeur avait souligné ces phrases avec un langage paraverbal et non verbal différent. Inconvénient de la communication non verbale. Il est difficile de comprendre les inconvénients de la communication non verbale, car une grande partie de votre langage corporel siège au niveau subconscient. Cela signifie que vos actions ne sont pas entièrement sous votre contrôle. Cependant, vous pouvez vous entraîner à utiliser un langage corporel correct afin d'en être plus conscient lorsque vous montrez des signes de langage corporel inappropriés. Afin de toujours utiliser un bon langage corporel, il faut être préparé et prêt à toute éventualité et à toute situation. De cette manière, vous pourrez faire face à n'importe quelle situation avec une plus grande confiance en vous et vous afficherez naturellement le langage corporel auquel vous souhaitez être associé. Avantages de la communication non verbale. Les avantages du langage corporel deviennent évidents lorsque vous dites vraiment ce que vous pensez et que vous pensez ce que vous dites. L'importance du langage corporel dans la communication n'est absolument pas à prendre à la légère. Si vous pouvez apprendre à décoder le langage corporel et les expressions du visage, vos capacités de communication n'en seront que bien décuplées. Simple conseil, mais très important, continuez à vous entraîner jusqu'à vous sentir à l'aise avec votre corps et son langage unique. Entraînez-vous à reproduire en permanence les gestes du langage corporel qui correspondent et complètent votre message verbal. Certains se tiennent devant un miroir et s'entraînent. Par exemple, souvenez-vous de la scène légendaire de De Niro devant le miroir dans le film Taxi Driver de Martin Scorsese. C'est l'une des scènes les plus citées et imitées de tous les temps, et elle n'était même pas dans le scénario original. Mais le réalisateur italo-américain a su parfaitement lire le langage du corps de Robert De Niro et a laissé l'acteur libre de se déchaîner dans son interprétation. De Niro était tellement absorbé par son rôle qu'il avait réussi à créer un autre langage corporel, celui de Travis Bickle, le légendaire personnage principal. Il s'est posté devant un grand miroir sans vraiment inventer quoi que ce soit, puisque c'est une méthode très pratiquée pour améliorer le jeu et la communication, comme vous l'avez vu jusqu'à présent. Cependant, selon de nombreux critiques, l'acteur a réussi dans ce cas à aller au-delà, en déplaçant les frontières manichéennes du cinéma, qui à partir de ce moment n'étaient plus seulement limitées par le mal et le bien, ou le noir et le blanc. Ce personnage solitaire, dans cette histoire extrême, tombé amoureux d'une belle femme, n'a pu faire mieux que de l'inviter dans un cinéma pornographique. Ce paria n'a pu choisir entre assassiner un politicien ou sauver une jeune fille de la prostitution. Il finit donc par devenir un héros. Le spectateur n'a toujours pas compris ce qui lui était passé par la tête pour arriver à une telle conclusion. La réponse, entre autres, réside dans la maîtrise du langage corporel de De Niro sur scène, qui nous fait adhérer à un personnage borderline. Cette digression, ces parenthèses et ces anecdotes, pour incongrues qu'elles soient, ne servent qu'à mieux illustrer le propos, afin que vous puissiez mieux le comprendre et le mémoriser. L'imaginaire collectif a lui aussi cristallisé dans la légende les simples exercices comme parler devant un miroir, une activité de perfectionnement importante qui permet d'observer son langage corporel pendant que l'on parle. Ce que vous devez beaucoup pratiquer, c'est l'harmonisation de vos messages verbaux avec les messages non verbaux. Cela vous permettra de vous assurer que votre intention est toujours conforme à l'impression que les autres auront de votre langage non verbal. 1. La première impression. Les signaux du langage corporel sont cruciaux. La communication non verbale est rapidement captée et tout aussi rapidement interprétée, surtout à un niveau inconscient. Vous n'aimez pas cette personne, mais vous ne savez pas pourquoi. Est-ce épidermique? Posez-vous la question.
quels sont les signaux du langage corporel que vous avez relevés et qui ne vous ont pas plu. Il arrive que nous voyions une personne qui, sans même parler, nous plaît ou nous déplaît immédiatement, ou bien lors d'une première impression, nous remarquons que quelque chose cloche. La première impression, malheureusement ou heureusement, est celle qui compte. Très souvent, vous n'aurez pas de seconde chance. Mais si vous savez comment impressionner en utilisant correctement le langage corporel, c'est votre atout. Il est vrai qu'il est toujours possible d'inverser la tendance négative d'une situation si on a provoqué un désastre, même colossal. Mais comme toujours, il vaut nettement mieux ne pas prendre de risques et mettre son énergie dans des actions proactives et créatives plutôt que de réparer les dégâts. La première impression ne consiste pas du tout à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais plutôt à faire en sorte que votre langage verbal et votre langage corporel transmettent vos véritables sentiments, vos valeurs indiscutables et votre forte personnalité. Parfois, nous agissons d'une manière qui contredit ce que nous ressentons réellement, et nous finissons ainsi par créer des barrières qui empêchent les autres de voir nos qualités. Voici un fait intéressant concernant le temps qu'il faut pour faire une première impression. Savez-vous combien de secondes il faut à votre cerveau pour comprendre si vous aimez quelqu'un? Il ne faut que 150 millisecondes, soit 15 centièmes de seconde, pour cette première compréhension. Presque un éclair. C'est sûrement la raison pour laquelle nous parlons de coup de foudre, non? En effet, dans l'art de la séduction, c'est le langage corporel qui fait la différence. Ainsi, si votre cerveau doit penser rationnellement, recherchez dans la communication non verbale de l'autre les signaux qui vous rassureront non seulement sur l'attirance sexuelle, mais aussi sur la sympathie, l'intelligence et la crédibilité. Pensez aux premières impressions, au pouvoir d'un sourire et à toutes les autres armes que le langage corporel et la communication non verbale vous mettent à disposition. Lors d'une expérience universitaire, on a montré à un groupe de personnes 20 secondes d'un entretien d'embauche. Les participants ont ensuite été invités à juger de la cordialité et de la confiance en soi des candidats dans le film. De manière assez surprenante, ils ont fini par être presque aussi concentrés et sincères dans leurs évaluations que les experts qui avaient reçu les candidats pendant 20 minutes. Le cerveau, grâce à un processus holistique d'estimation globale, est capable de faire une synthèse à partir de petits détails, tels que le ton de la voix, la montre au poignet, la façon de serrer la main ou la posture adoptée avec les épaules. Améliorer votre première impression, c'est donc éliminer ces obstacles, augmenter les chances que vos nouvelles connaissances se connectent vraiment à vous et, ce faisant, leur communiquer qui vous êtes vraiment. Pour faire une bonne première impression, il faut s'assurer de montrer son vrai visage plutôt que d'intimider l'autre par un comportement lié à l'insécurité ou gardant en mémoire une mauvaise expérience. Ajoutons qu'il existe 2 éléments clés pour créer une première impression positive. Ce que vous dites, c'est-à-dire le langage purement verbal, et ce que vous faites, c'est-à-dire le langage corporel. Les 2 sont très importants, mais en réalité, le langage corporel est beaucoup plus influent que ce que beaucoup pensent. Les indices non verbaux ont environ 4 fois plus d'impact sur l'interlocuteur que les mots au cours d'une conversation. Ainsi, votre façon de vous asseoir, de bouger, vos gestes ou votre posture sont autant d'outils précieux qui peuvent créer, améliorer ou gâcher votre première impression. Comme vous l'avez déjà appris, en matière de communication, les mots ne comptent que pour 7%, les 93% restants étant l'apanage du langage corporel. Faire preuve de confiance et d'estime de soi peut également vous apporter de nombreux avantages. La plupart des gens sont attirés par les personnes confiantes qui s'acceptent quoi qu'il arrive et qui ne s'intéressent pas au jugement des autres ou s'en moquent. Lorsque vous bougez constamment en vous touchant le pied, en vous rongeant les ongles, en vous touchant la moustache ou en faisant craquer vos articulations, vous transmettez votre nervosité. Lorsque vous vous détendez,
vous transmettez un sentiment de légèreté et de sécurité. Veillez donc à maintenir une bonne posture pour transmettre une saine impression de confiance. Une posture raide, cependant, ne semble pas toujours être la meilleure position. Vous devez vous tenir droit tout en étant détendu. Répartissez donc votre poids de manière égale sur chaque pied. L'équilibre ainsi obtenu vous donne une apparence visuellement plus stable et définitivement plus attirante. Pour projeter un maximum de force et de confiance, les hommes doivent maintenir une certaine distance d'un pied à l'autre. Prendre de l'espace indique le pouvoir et la domination de son territoire. Lorsque vous parlez à quelqu'un, ne gardez pas vos pieds pointés vers l'extérieur ou déplacés vers l'arrière. Le même principe s'applique quand vous êtes assis. Orientez vos pieds vers l'autre et essayez de les garder légèrement écartés. Lorsque vous êtes nerveux ou angoissé, vous risquez de trop les bouger ou de trop les rapprocher. Essayez d'y prêter attention. Faire des gestes, évidemment, sans exagérer, vous donne de l'assurance et vous rend plus sûr aux yeux des autres. Par ailleurs, les gestes qui exposent également vos mains vous donnent l'air plus confiant. La reproduction des intérêts est généralement réciproque. Vous continuerez rarement à vous intéresser à quelqu'un au cours d'une conversation si vous ne sentez pas que cette personne s'intéresse réellement à vous. Si, en revanche, vous montrez de l'intérêt et de l'attention aux personnes que vous respectez, vous verrez qu'elles seront tout simplement plus disposées à vous rendre l'appareil. Attention toutefois, l'intérêt ne se manifeste pas seulement en posant beaucoup de questions ouvertes à une personne et en écoutant attentivement ce qu'elle dit, mais aussi par le type de langage corporel que vous montrez à ce moment-là. Par exemple, dans certains cas, vos comportements seront le prolongement de ce que vous avez déjà commencé à transmettre par des mots, mais ils peuvent prendre un niveau de signification supplémentaire dans le contexte de l'interaction. Gardez le sourire. Un sourire fréquent montre que vous appréciez la conversation et la compagnie de votre interlocuteur. En revanche, hocher la tête ne signifie pas que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit. En fait, cela signifie juste que vous êtes à l'écoute. En revanche, pencher la tête et le buste montrent que vous écoutez attentivement et que vous voulez être littéralement et métaphoriquement plus proche de votre interlocuteur. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air impatient de poursuivre la conversation en permanence. Alternez vos mouvements et équilibrez l'inclinaison de votre buste et de votre tête en fonction du rythme de la conversation. Lorsque vous parlez à quelqu'un, regardez-le. Cela permet d'établir une connexion plus profonde et un contact visuel plus important. C'est particulièrement important si vous parlez à quelqu'un qui vous intéresse physiquement ou émotionnellement. Si vous êtes un homme et que vous parlez à un autre homme, essayez de percevoir et de vous adapter à son ouverture et placez-vous sur le côté plutôt que face à lui. Les hommes s'affrontent souvent. Vous souvenez-vous de ce que l'on a dit à propos de la poignée de main? C'est parfaitement adapté, vous ne trouvez pas? Autre comportement susceptible d'indiquer le désintérêt, allongez les jambes. Ce geste donne l'impression que vous essayez de créer une barrière ou que vous voulez simplement repousser l'autre. Lorsque vous touchez le bras ou l'épaule d'une autre personne pour renforcer une idée ou demander un avis, veillez à ne pas paraître trop envahissant. L'espace des autres doit être respecté tout comme ils doivent respecter le vôtre. Mais n'oubliez pas que le toucher crée une connexion instantanée, généralement accompagnée de bons sentiments de réceptivité et d'intimité. Le toucher est évidemment bénéfique dans les interactions potentiellement amoureuses. Sans cette étincelle, un rendez-vous peut ressembler à une réunion platonique entre simples connaissances. Les premiers contacts ou la main tendue pour aider l'autre à sortir de la voiture et les frôlements de genoux au cinéma, par exemple, créent de l'excitation et révèlent la possibilité d'une plus grande intimité et d'une relation plus profonde. Ce sont tous des signaux de base que vous devez apprendre à contrôler lors d'une première rencontre afin de garantir une bonne première impression. Maintenant que vous savez ce que vous devez faire pour faire une bonne première impression, nous pouvons passer à l'examen des techniques
à utiliser dans le domaine de la séduction ou du travail. Voici quelques techniques de base faciles à utiliser si vous êtes un débutant, mais aussi utiles si vous avez déjà des connaissances dans le domaine. Le sourire préréactif. Vous savez pertinemment que le sourire est important dans la première impression et dans le langage corporel en général, mais il y a différentes façons de sourire. Il n'existe pas seulement un sourire réel et spontané et un sourire forcé et de convenance. Il y a aussi le timing du sourire. Si vous gardez un sourire figé et préparé, prêt à être offert au premier qui passe, la première impression que vous donnerez est celle d'être la potiche d'accueil qui traite tout le monde de la même manière. Tôt ou tard, cela semblera un peu trop faux, et vous gaspillerez de l'énergie, ce qui toujours déconseillé. Affichez plutôt un sourire dans les règles de l'art. Avant de sourire, regardez le visage de l'autre comme si vous vouliez l'étudier. Ce n'est qu'après cette analyse rapide, qui ne doit jamais prendre plus d'une seconde, que vous souriez, tout en continuant à regarder la personne dans les yeux. Vous aurez l'impression que votre sourire vient de l'émotion suscitée par l'autre, sauf qu'en vérité, c'est vous qui touchez l'autre, bien plus fortement. Tout se passe facilement avec le regard. Abordons maintenant la technique qui consiste à maintenir le contact entre vos yeux et ceux de la personne qui vous intéresse. Comme vous l'avez déjà appris, vous devez maintenir ce contact avec les yeux de votre interlocuteur 70 à 80% du temps. Cependant, on sait moins que tout peut vraiment se passer facilement avec le regard. En pratique, vous devrez regarder votre interlocuteur même après qu'il a fini de parler, comme si votre regard restait attaché, lié par un fil ténu, et vous devrez cesser tout doucement. Détournez-le lentement jusqu'à ce qu'il se détache de manière naturelle. En ralentissant les mouvements de vos yeux et de votre tête, vous gagnerez en autorité et en respect. Les mouvements lents et contrôlés sont typiques de ces leaders charismatiques et par lesquels tout le monde semble attiré comme un aimant. Essayez de regarder des interviews historiques ou des vidéos de personnes comme John F. Kennedy, Donald Trump ou Vladimir Poutine. Que le talent soit naturel ou créé par un conseiller en communication, toutes les personnes de ce niveau contrôlent les mouvements de leur tête et de leurs yeux et ne sont jamais prises au dépourvu. Elles ne réagissent pas de façon rapide et incontrôlée. Le regard magnétique. Toujours au sujet du contact visuel, vous pouvez utiliser une autre technique comme le contact visuel actif. Pour l'appliquer, essayez de compter le nombre de fois où votre interlocuteur cligne des yeux. Dans des expériences scientifiques sur le langage corporel, on a constaté que ceux qui essaient de compter les clignements d'yeux de leur interlocuteur sont plus intéressants et attentifs, et laissent donc une première impression plus profonde et positive. Choisissez de qui vous voulez attirer l'attention. En utilisant cette technique, votre langage corporel communiquera de manière directe mais subtile. Lorsque vous vous trouvez dans un groupe et que vous voulez faire une bonne première impression sur l'un de ses membres, concentrez-vous sur cette personne. Si, par exemple, même si celui qui parle n'est pas celui qui vous intéresse, concentrez-vous sur ce dernier. Cela signifie que vous allez essayer de regarder plus la personne que vous voulez toucher que celle qui parle. Ce que vous devez communiquer avec votre regard reste « c'est vous qui m'intéressez, pas celui qui parle ». Cher ami, je pense à vous. Cette technique suppose que vous puissiez imaginer que celui que vous rencontrez est un ami proche, quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous vous placez ainsi dans un état de plaisir particulier dans la relation sociale que vous entretenez. Votre corps est positivement prédisposé. Cela se manifestera par un visage plus serein et détendu et toute votre posture en sera positivement impactée. Ce phénomène inconscient affectera très favorablement les autres personnes. Les autres ne sont pas tant conditionnés par le fait que vous les connaissiez déjà que par votre comportement dans cette situation précise. En effet, si votre comportement rappelle celui d'une personne très amicale, c'est ce que vous obtiendrez avec votre première impression.
Le corps du joueur de poker. Il faut savoir que l'expression « poker face » est utilisée pour définir le visage totalement inexpressif de quelqu'un qui ne veut rien laisser paraître, comme un joueur de poker. Rappelez-vous cette règle fondamentale. Lorsque c'est vous qui parlez et que vos propos sont très importants, ignorez que votre nez ou votre oreille vous démange. Ignorez l'envie de bouger les pieds ou de vous gratter le bras. Ne vous étirez pas et ne vous tortillez pas. La force et l'efficacité de vos propos en pâtiront. Le langage corporel est d'une honnêteté impitoyable et beaucoup de ces mouvements vous trahissent inconsciemment si vous craignez que vos paroles soient maladroites. Chapitre numéro 4. Apprendre à lire les autres. Ne négligez pas le plus important de tous les détails. Une interaction avec un autre individu est et doit rester à double sens, jamais à sens unique. Pendant cette interaction verbale, vous devez toujours prêter attention au langage corporel de votre interlocuteur et le lire. Si vous parlez et que l'autre croise les bras, c'est qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il est important de le noter parce que dès ce moment-là, tout ce que vous direz pourra ne pas être entendu. Il ne faut donc pas se laisser abuser, même si la personne vous affirme le contraire. Le langage corporel fournit une quantité importante d'informations sur ce que les autres personnes pensent réellement, si vous savez quels signaux rechercher. Tout le monde aimerait lire dans les pensées des gens dans certaines situations. En effet, vous pouvez déjà identifier plus d'indices de langage corporel que vous ne pensez. Comme nous l'avons déjà vu, des recherches menées par l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, ont montré que seulement 7% du sens d'un message passe par les mots. Pour le reste, 38% viennent du ton de la voix et 55% du langage corporel. Apprendre à connaître et à interpréter ces 55% peut vous donner un avantage sur les autres. Lorsque vous travaillez beaucoup et que vous faites tout pour atteindre vos objectifs, ces connaissances accéléreront votre réussite. Les plus hautes performances sont typiques des personnes qui ont une haute intelligence émotionnelle. 90% des personnes les plus performantes, pour être exact. Ces personnes connaissent le potentiel du langage corporel sur la communication et le contrôle en permanence. La prochaine fois que vous assisterez à une réunion ou même à un rendez-vous ou que vous jouerez avec vos enfants, remarquez les signes dont nous allons parler ci-dessous. Tout se joue dans la perception du décalage entre ce qu'une personne dit et ce que son langage corporel exprime. 1. Les mains, les pieds et les bras. Les jambes et les bras croisés indiquent une résistance à vos idées. Ce sont des barrières physiques qui suggèrent que l'autre n'est pas ouvert à ce que vous dites. Même s'il est souriant et engagé dans une conversation agréable, son langage corporel nous dit ce qu'il pense réellement. En termes psychologiques, les jambes et les bras croisés indiquent qu'une personne est mentalement, émotionnellement et physiquement bloquée par ce qui se trouve devant elle. C'est involontaire, et c'est pourquoi ce signe est un important révélateur. Autre erreur courante, les gens qui ne savent pas utiliser leurs mains correctement pendant les conversations ou les présentations. Cacher ses mains, les tenir trop fermement ou les bouger trop vite révèle votre nervosité et peut faire penser à votre auditoire que vous êtes le premier à ne pas croire ce que vous dites. Garder les mains dans les poches est également un geste qui indique que vous avez peur, que vous ne savez pas où aller ou que vous n'êtes pas réellement intéressé par ce que vous faites. Essayez plutôt de tenir vos bras ouverts devant vous. Utilisez vos mains pour expliquer votre point de vue par de petits mouvements calculés, en faisant des gestes au niveau de votre ventre. Lors d'une présentation, les jambes sont les plus difficiles à contrôler. Si vous êtes nerveux ou concentré pour transmettre vos idées et une bonne image de vous-même. Si debout, vous bougez constamment vos jambes, vous indiquez que vous êtes mal à l'aise et très agité, ce qui n'a rien de positif. L'auditoire veut sentir que vos ressources lui sont totalement consacrées pendant un événement ou une présentation. Essayez donc de faire des mouvements contrôlés devant le public.
Si vous bougez pendant une conversation ou une présentation, donnez l'impression que ces mouvements sont habituels, que vous maîtrisez le sujet et que vous êtes un expert. Inversement, bouger ses mains pendant la présentation donne de la force à chaque mot. Chaque fois que vous voulez souligner un point important, faites-le par des gestes de la main. L'auditoire se souviendra mieux de l'information si vous l'ancrez dans son esprit par un geste spécifique de la main. 2. Le visage et la tête. Les yeux mentent. Beaucoup d'entre nous ont probablement grandi en s'entendant dire « Regarde-moi dans les yeux quand tu parles ». Nos parents partaient du principe qu'il est difficile de soutenir le regard de quelqu'un quand on lui ment. Et ils avaient raison, du moins dans une certaine mesure. Mais les gens veulent souvent garder le contact visuel justement pour dissimuler des faits et des mensonges. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux exagèrent et fixent l'autre au point de le rendre suspicieux. En moyenne, les Latins maintiennent un contact visuel entre 7 et 10 secondes, et certainement plus longtemps en écoutant qu'en parlant. Si vous parlez à quelqu'un dont le regard vous met mal à l'aise, surtout si cette personne est très raide et ne vous connaît pas, vous pouvez légitimement penser qu'elle vous ment ou au moins que ses intentions ne sont pas claires.